Comment ça va? Ça va très bien vous-même. Très bien, très bien. Passez un beau week-end? Oui. Tu parlais de crémeux, d'ailleurs. Là, je me faisais des patates pilées hier. Puis je me disais, bon, je m'en vas-tu soigner ça sur une peinture de Monet ou qu'est-ce que je fais? Ben oui. Je vais essayer de me trouver quelque chose à faire avec ça. Quand on est dans une phase infantile du développement, c'est ça qu'on fait. On joue avec notre manger. Hein. La phase anale. Oui, exactement. On lance du spag sur les murs. On mange avec nos mains. Hey, l'Allemagne, ils l'ont tué, hein? Les Allemands, pas à peu près. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Dan, les Allemands? Rappelle-nous, ça faisait partie de tes Danny News ce matin. C'est vendredi, il y a des écologistes qui ont été manifestés, se sont collés à la main et différentes parties du corps sur le plancher en face des Porsche. Et les Allemands ont fermé les lumières, ils ont baissé le chauffage, ils sont partis. Ils voulaient des petites chaudières faire caca. Les Allemands ont dit nine. Non, on a un bon concierge. C'est ça, exact. Ah, c'est parfait, il faut que tu les mettes au pas. Puis même, Dan, tu parles d'écologistes. Même moi, je trouve ça insultant pour les écologistes, parce qu'il y a des écologistes qui sont importants et équilibrés. Éco-crétins. Ce sont des éco-crétins, mon cher Frank. Ah ben écoute, ça vole pas très haut, là, ce que j'ai vu, là, on va se le dire. Là. Mais c'est surtout que les gens ont vu l'image là, des deux personnes qui lancent des patates pilées sur une peinture. Là, la semaine passée, c'était la soupe, là, c'était les patates pilées. J'imagine que le reste s'en vient. Là, dans pas long, on va avoir la macédoine puis le steak. Là. Le pâté chinois. Ouais, le pâté chinois, on devrait être pas pire pour avoir le repas complet dans pas long. Mais les gens, ils ont peut-être pas entendu la vidéo parce que des gens ont filmé ça. Et une des personnes qui est à quatre pattes, je dis personne, je sais plus si c'est un gars ou une fille, là, aujourd'hui, il faut faire attention. Là. Et la personne dit nous, là, on est là pour amener le message de la science. Là, vous vous préoccupez des patates pilées, mais en 2050, là, il n'y a plus personne qui va être capable de manger. Oui. Puis là, j'étais là, OK, mais ça sort de où, ça? C'est quelle science, ça, qui nous raconte ça, qu'on va mourir de faim en 2050? Et le groupe s'appelle Dernière Génération. Tu sais, on avait eu le dernier hiver, ça, c'est Dernière Génération. Mais je trouve ça particulier que ces gens-là se préoccupent autant de l'avenir s'ils prétendent être la dernière génération. Ils veulent pas faire d'enfants, ils veulent pas sortir. C'est quand même... En tout cas, moi, si j'ai envie d'en finir avec ma lignée, je me sac bien de ce qui se passe après. Là. Je sais pas pour vous autres, là, mais c'est un drôle de message qui est... C'est quand même... faut se le dire, là, c'est un mouvement qui est en pleine radicalisation. Là. On n'est plus à l'époque de publier des petits manifestes, puis on va faire de la sensibilisation, on va expliquer au monde comment trier leurs déchets. Là, c'est carrément des actes là, Puis même de leur propre point de vue, honnêtement, je sais pas ce qu'ils pensent faire avancer avec ça, parce qu'ils vont juste... La plupart du monde, ils voient ça, puis ils font juste se braquer, puis ils font comme OK, là, je débarque. Là. C'est assez. Là. Faut regarder, moi je pense qu'il faut regarder du côté de la santé mentale. Il faut regarder du côté de la peur, l'éco-anxiété. L'humain de tout temps a eu peur de la fin du monde. Quand tu regardes l'histoire, puis tu peux reculer jusqu'au temps des Mayas et même avant, là, l'humain a peur de la fin du monde. Juste rappeler aux gens que GND a quand même parlé du dernier mandat. Dernier mandat. Le mandat de la dernière chance. Ça a été dit, ça, là. Ça a été dit. Oui. Regardez sur Internet, fort instructif. C'est pas des inventions, c'est réel. Les 41 prédictions qui ont échoué concernant l'éco-apocalypse. Donc, vous avez, entre autres, Washington, D.C., qui va être inondé, New York, qui va être inondé. En 2000, les enfants ne verront plus la neige. Vous l'avez ici même en audio. Vous avez Suzuki qui dit que c'est la fin du ski alpin. De tout temps, regarde, la Grande-Bretagne sera comme la Sibérie en 2024. Ça, c'est en 2004, ça a été dit. Vous avez Al Gore. L'Arctique, il n'y aura plus aucune glace en Arctique en 2013. Il avait dit ça en 2008. Oui. Le prince Charles, quand même, Chucky 3, c'est ça son nom maintenant? Exactement. Chucky 3, qui dit qu'il nous reste 96 mois pour sauver la Terre. Il y a quelqu'un même qui a donné un décompte, Frank, l'année passée. Il nous reste 8 ans, 10 ans. Il y a comme un décompte. Non, mais moi, je pense qu'on est Moi, je pense qu'on a affaire à des gens qui sont en perte de contrôle totale au plan émotif. C'est ça que ça fait, l'éco-anxiété. C'est qu'à un moment donné, tu as peur de la fin du monde. Mais la trouille terrestre, ça, c'est de tout temps dans
dans l'histoire humaine, mais moi, je pense qu'on a affaire à ce genre d'individu-là. Là. Ben, le discours, les religieux appellent ça eschatologique. Là, ça veut dire exact. le discours de la fin des temps, c'est quelque chose qui est inhérent à tout discours religieux. Là. Oui. Toutes les sectes, toutes les religions, puis même je te dirais les religions laïques. Là. Dans l'esprit des communistes, là, t'avais l'idée que bon, après il va y avoir la société sans classe, le paradis va advenir. L'homme nouveau, ben c'est ça. Il y a toujours un peu cette idée-là dans tout ce qui est idéologie. Là. À peu près tout ce qui finit avec un isme, là, ben ça peut déboucher à ce type de discours-là, qu'il y a comme un genre de sens à tout ce qui arrive. Rien n'est hasard. Puis là, ben là, tu débouches sur des trucs un peu. Puis ça répond à une même mécanique que, ben, c'est drôle parce qu'on nous a dit pendant la pandémie, hey, les coucous, les gens qui voient des affaires qui ont pas d'allure. Je pourrais être là des commentaires d'écolos weirdo que j'ai reçus. Il y en a une, en fait, l'autre fois. Ah oui. Elle voulait me juger au tribunal de je sais pas trop quoi pour négation de crime environnemental ou je sais pas trop, là, une affaire qui a pas de Christie de bon sens. Là. Puis là, là, je disais, ça va, madame? Non, ça ne va pas, là, on va tellement vous le remettre sous le nez quand nous serons sous l'eau. Puis là, je dis, ben là, en tout cas, j'espère que je vais avoir la tête au-dessus de l'eau parce qu'il n'y aura pas grand-chose que vous allez pouvoir faire, là, mais... Tu sais, il y a vraiment une dimension radicale là-dedans. Puis comme je dis, ben, je sac pas tous les écologistes là-dedans. Le problème, c'est que c'est rien que ceux qui garochent des affaires qu'on entend. C'est ça. Bonne suggestion de lecture à toi ou aux auditeurs, là, pour ceux que ça intéresse. C'est sorti quand même récemment. Steve Koonin. Steve Koonin, K-O-O-N-I-N, c'est l'ancien sous-secrétaire à l'énergie d'Obama. Mm-hmm. C'est un gars qui est diplômé jusqu'aux oreilles. C'est un physicien. Le gars a écrit un livre qui s'appelle Unsettled. U-N-S-E-T-T-L-E-D. Moi, je le lis sur Kindle. Prends moins de place, c'est parfait. What Climate Science Tells Us, What It Doesn't, and Why It Matters. Entre autres, en gros, là, ce qu'il fait, c'est qu'il débâtit le gaga-gougou. C'est-à-dire, ce discours-là complètement débile du « ça prend un tramway parce que la fin du monde s'en vient ». Lui, il le dit. Oui, ça se réchauffe. Mais ça s'est réchauffé il y a tant de nombre d'années. Ça s'est refroidi. C'est un cycle perpétuel. Il y a toujours eu des changements climatiques. C'est pas un négationniste, le gars. C'est un gars qui est branché, là. Mais débattit tous les excès de langage un après l'autre. La crise climatique, le dernier mandat, l'urgence climatique. Lui vient nous expliquer que ce discours-là est un discours complètement délirant et que c'est carrément un détournement de la science par des journalistes qui étaient des cancres en sciences, en gros. En gros. Mais c'est un livre qui est scientifique, là. C'est pas un livre avec des comiques, là. Le gars, c'est un scientifique. Il nous amène des graphiques, puis il nous explique. Oui, la température augmente, mais c'est pas dramatique. Il nous explique pourquoi. Bref, c'est une suggestion parmi tant d'autres. Mais si vous voulez vous faire calmer les nerfs, c'est une suggestion que je voulais te lancer comme ça, Frank, ce matin. Oui, c'est noté. Puis, j'en avais déjà parlé de cette histoire-là en podcast, là, mais il y a plein de gens qui se sont mis au bat pour des prédictions un peu weirdos. Puis il y en a pour qui ça a fini très mal. Là. Je sais pas si tu connais l'histoire de Michael Rooper. Lui, c'est un gars officiellement, à la base, il travaillait pour la police de Los Angeles. Puis à un moment donné, il a décidé qu'il sacrait ce job-là. Puis il a décidé qu'il devenait journaliste d'investigation. Là. Ici, on entend les air quotes. Là. Et lui, là, il est parti sur un délire, le pic pétrolier. Le pic pétrolier, il a écrit une couple de livres, dont un qui s'appelle « Le déclin de l'Empire américain à la fin de l'âge du pétrole ». Donc lui, il disait, il n'y aura plus de pétrole. Là. Ça, c'était en 2007. Il dit, il n'y a plus de pétrole, le système va s'effondrer. Il avait même écrit une genre de lettre à Obama dans son livre, disant, là, il faut faire de quoi, il n'y aura plus de pétrole, c'est la fin du monde qui s'en vient. Finalement, en 2014, il y a quelqu'un qui l'a trouvé chez eux, sans vie. Le gars a décidé de tirer sa plug parce que ses prédictions se sont pas avérées vraies. Et en 2014, tu pouvais encore aller tanker ton char, lui, mais finalement, il pensait que ça arriverait pas, là.
Quand tu te mets au bat avec des prédictions apocalyptiques, puis que ça arrive pas, il y a des tragédies qui arrivent. Là. Suzuki, là, il a-tu quitté ou il a perdu sa job à CBC? Je pense qu'il quitte Nature of Things. T'as-tu qu'à de retrouver Suzuki dans la banque, Dan? Suzuki qui nous dit que c'est la fin des patinoires, c'est la fin de l'hiver, il n'y aura plus de neige. Ça s'est dit, ça, à Québec. Ça s'est dit à Québec, Frank. Je sais pas si tu te souviens de ça, avec entre autres Georges Larac. Durant le carnaval. Je sais pas trop pourquoi le carnaval s'est associé à ça, d'ailleurs. Là. Le carnaval, qui est la fête de la neige, s'associe avec du monde qui dit qu'il n'y aura plus de neige. C'est un peu weird. Ça, c'est comme un porte-parole de Laura Socor qui dit qu'il n'y aura plus de chocolat dans 2 ans. Là. C'est un peu spécial. On écoute en reprise David Suzuki. Winter sports are likely to be one of the first casualties of climate change. A recent United Nations report warns that downhill skiing could disappear completely from some resorts by 2030. And outdoor ice rinks where players like Wayne Gretzky learn to skate will be just a memory as winters get warmer. Yeah, ça, la touche émotive. Donc, on va utiliser Wayne Gretzky, même s'il n'a pas approuvé ce message-là. On va soigner son nom pareil, question de faire peur au monde. Ah ouais, ben écoute. C'est saucé, ça, ce qu'il vient de dire là. Oh oui, c'est complètement saucé. Puis t'avais aussi aux États-Unis, t'avais un parc national dont j'oublie le nom, qui ont retiré des pancartes parce qu'il y avait des pancartes qui avaient été mises dans les années 90 qui disaient « Quand vous allez venir ici en 2020, il n'y aura plus de neige en haut de la montagne. » Puis là, en 2020, ils ont enlevé les pancartes parce qu'il y en avait encore. Ben là, regarde. L'un des cas de scientifiques les plus patentés et patenteux, c'est dans les années 70. Moi, j'en ai parlé, j'ai fait un bloc. Non, je ne l'ai pas fait, ce bloc-là. Je l'ai préparé, mais je ne l'ai pas fait. Je viens d'oublier avec Jean-Claude. J'avais tout monté ça sur les prédictions les prédictions qui ont été des échecs. Le gars s'appelle Paul Ehrlich. H-R-L-I-C-H. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Oui, je sais exactement c'est qui. Ouais. Biologiste à Stanford. Dans les années... moi, j'ai ça en 1967. Donc, dans un journal de Salt Lake City, mais ça a fait le tour. C'était dans le LA Times également. Lui, il dit, attends un peu. Là. La famine s'en vient et en 1975, c'est game over. La population, anyway, des États-Unis est trop grosse. Birth control, c'est correct, ça contrôle la population, mais là, c'est parce qu'il va manquer d'eau, il va manquer de bouffe et ça va être désastreux. Et ça va mourir à grands coups de millions là, en 75. Le gars n'a pas compris que l'humain est une méchante bébite. L'humain tente constamment de changer sa manière de faire, entre autres en agriculture. Comment intensifier l'agriculture? Comment l'améliorer? Comment arriver avec un nouvel engrais? Comment développer de la meilleure façon, de manière plus intensive, nourrir plus de monde, etc. Le gars s'est joliment planté, et pas à peu près. Donc, on ignore totalement, dans les doomsday, dans les prédictions au style doomsday, là, donc prédictions de fin du monde, ce qu'on ignore, c'est la propension de l'humain de se dépasser et d'innover. L'humain innove et tente constamment de mieux faire les choses. Ben, c'est la raison, en fait, pour laquelle on peut pas prédire l'avenir. Voilà. Tu sais, t'avais aussi, dans les années 70, le fameux Club de Rome, qui avait produit une espèce de rapport qui s'appelait Halte à la croissance. C'est ça qui a donné, c'est ça qui a créé, en fait, un peu la mouvance de la décroissance à l'époque. Et dans ce rapport-là, il prédisait toutes sortes d'affaires. Il y aura plus de mercure en telle année. Il y aura plus les gisements d'or vont être épuisés en telle année. Et aucune de ces prédictions-là s'est réalisée. Pourquoi? Pas parce que ces gens-là, ils sont pas brillants, c'est que ils pouvaient pas, par définition, prédire quelles allaient être les innovations technologiques découvertes en 80, 90, 2000, voilà. Nommez l'année que vous voulez, ou, par exemple, on a arrêté d'utiliser le mercure dans tel produit, ce qui fait que, ben, évidemment, les stocks ne sont pas épuisés comme ce qui avait été prévu. Après ça, ils pouvaient pas prédire la découverte de tel gisement, telle autre affaire. Et puis, tout ça, ça a été débunké, là.
Déjà, dans les années 70, c'était un peu ridiculisé, entre autres par Hayek puis par d'autres économistes, mais il y a rien de tout ça qui s'est matérialisé, là. Mais pourtant, on ramène encore ces vieilles histoires-là. Tu sais, les patentes qu'eux autres racontent, là, les tireux de patates pilées, là. Ouais, en 2050, c'est sûrement qu'ils ont vu ça quelque part, que quelqu'un a dit ça. Mais, je veux dire, toutes ces prédictions-là, t'avais un gars qui s'appelait Malthus en genre 1800 qui disait que les Anglais allaient mourir de faim parce qu'il y avait trop de monde pour la quantité de terre arable. Exact. Je pense que ça s'est pas produit encore. Non. Je pense pas que ça va arriver. Là. Des démographes qui avaient fait des projections sur la population qui sont complètement plantés. Mais ces gens-là changent. Greta, as-tu retrouvé le char qu'a conduit, Greta? C'est un char électrique. C'est un char électrique. Oui, c'est un char électrique. Donc, il y a des mineurs qui travaillent dans des mines pour... Moi, c'est ça, mais elle en a rien à foutre. Au final, moi, je disais tantôt, faites attention. Le discours de sobriété, tu vois-tu, qui commence à rentrer dans la bouche de plusieurs dirigeants de notre société, entre autres Mme Brochu qui gère Hydro-Québec. Ouais. Vous avez la campagne de pub d'Hydro-Québec qui roule. On est en train de nous embarquer dans un discours de décroissance, mais qu'on appelle maintenant sobriété, qui est un terme qui est utilisé par la gang à Mélenchon en France beaucoup, mais qui est utilisé par Macron maintenant. Ça prend de plus en plus de place. Cette remise en question-là de nos manières de faire, de nos manières de penser. Dernière question, on s'en va où avec ça? Est-ce que tu crains ça, justement, que ce discours-là puisse devenir le discours de la CAQ, par exemple, au cours des 4 prochaines années? Ben, peut-être, mais j'ai du mal à voir comment ils vont concilier ce discours-là avec l'appétit sans fin de l'État, là. Ça, maintenant, il va falloir que quelqu'un adresse cette réalité-là. Là. C'est-à-dire que l'État est avare de nouveaux revenus. Il ne cherche qu'à grossir tout le temps. Mais on s'en irait dans une perspective de décroissance, OK? Mais on va le financer comment, l'État, les amis? Là? Exact. T'as-tu vu la nouvelle? Ben, la nouvelle concernant, puis ça donne bien que Joanne soit en face de moi, puis je vais la lancer direct là-dessus, là, en première question. C'est l'État fédéral, quand même. Oui, L'État fédéral. Qui a augmenté de 35 000 employés, quelque chose comme ça. Là. Depuis que Trudeau est là, l'État fédéral a grossi de 35 %. C'est l'enfer. C'est CBC qui a fait l'étude. 12 % au cours des 2 dernières années. Là, les gens vont dire « Ouais, mais c'est la pandémie. » Oui, je comprends. Là, la pandémie, c'est correct. Là. La pandémie a le dos large. Mais entre autres, l'Agence du revenu, 9 900 employés de plus. Ouais, mais c'était pour la PCU. Ouais, mais ça, là... la PCU a le dos large beaucoup. Oui, puis il y a la bonne vieille phrase, là, c'est temporaire, mais c'est temporaire maintenant, là. Je veux dire, on le sait très bien ce qui va arriver. J'aime ça comme expression. Puis ça, là, si les auditeurs, ça les intéresse, il y a un excellent livre d'un historien de l'économie américain qui s'appelle Robert Higgs. Ça s'appelle Crisis and Leviathan. Ça parle de ce qu'il appelle l'effet Ratchet. C'est-à-dire comment, quand l'État grossit, il peut pas revenir de l'autre bord. C'est ça un ratchet, là, tu sais, quand tu tournes puis ça reste c'est barré. Là. C'est barré. Ben, fait que tu grossis, mais tu reviens jamais à l'état que tu étais avant, là. Ça a été prouvé maintes fois, notamment par l'étude de la Première, de la Deuxième Guerre mondiale et de toutes les crises qui ont suivi après, là. Mais il y a quand même Stephen Harper, je veux pas te contredire, mais Harper avait déjà, puis c'est quand même la CBC qui le relate, il avait quand même réussi à faire baisser le nombre de fonctionnaires. J'ai pas le chiffre exact, mais il y avait vraiment le seul moment dans l'histoire récente canadienne où il y a eu une baisse du nombre de fonctionnaires. On dit que c'est Stephen Harper qui l'a fait baisser en termes nets. Oui, ben c'est sûr que tu peux toujours arriver à quelque chose, mais on s'entend que tu rames contre vents et marées. Oui, c'est ça. Il n'est plus là, Harper. Non, c'est ça. C'est ça, c'est pas très, très compliqué. Et pour finir, en terminant, on est tous rassurés de constater que l'Agence de santé publique du Canada en a engagé 2000 de plus. Je veux dire, c'est... Pourquoi? Je sais pas trop pourquoi. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans votre vie, les gens de la santé? Ah, c'est vrai, ils nous ont confinés. Ils ont sorti le code QR, Arrive-Can, etc. C'est 2000 pauvres nouveaux employés permanents qui vont rentrer ce matin puis qui vont écouter Mme Tam et qui vont répondre à ses conseils. Hey Frank, t'es salué. Bonne semaine. Salutations à Yann. Yann and Frank. Merci encore. Merci. Bye. Yann and Frank, mesdames, messieurs.